Bonsoir et bienvenue sur la nouvelle saison de Click. Cette année, on va cliquer ensemble pour vous faire découvrir tout ce qui se clique et tout simplement tout ce qu'on kiffe. Et pour ouvrir cette nouvelle saison, on va cliquer avec un champion du monde, champion de France, champion de la Ligue des Champions. Sa vie, c'est l'itinéraire d'un Titi parisien, enfant du Paris Saint-Germain, dandy, mais aussi une véritable leçon de vie, d'humilité, de résilience, de courage, qu'a fait pleurer le Parc des Princes le jour de ses adieux au club. Moi aussi, j'ai pleuré. Et je suis heureux d'être avec Presnel Kimpembe. Merci beaucoup Mouloud, merci pour l'invitation. Merci d'être là, merci d'avoir choisi Click. Je sais que tout le monde t'a appelé, tout le monde était chez nous pour la première de la saison. Ça me fait énormément plaisir, merci pour ce cadeau. Et j'entends toujours la même chose, Presnel, c'est le joueur du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire que voilà, je suis l'enfant d'ici. J'étais un banlieusard qui a grandi dans les quartiers ici à Paris, en Île-de-France, que je représente la formation parisienne et tous les jeunes joueurs qui aspirent à devenir professionnels au sein du Paris Saint-Germain. Je rappelle juste un peu le palmarès. Bon, déjà, défenseur central, champion du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des Champions 2025, 8 fois champion de France, 7 Coupes de France, 6 trophées des champions, 5 Coupes de la Ligue, 28 sélections en équipe de France, 20 ans au PSG, 241 matchs sous le maillot du PSG. C'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. On va faire un truc dans cette émission, c'est qu'on va cliquer sur plein de choses. Je vais te faire découvrir des trucs, Okay. Tu vas m'en faire découvrir. Clique, c'est le geste qu'on fait tous les jours. Tu cliques sur des documentaires, des séries, des films, de la musique, des livres, voilà. Donc, on va raconter ta vie en clic. Déjà, Presnel, c'est un prénom spécial. Les grands champions, ils ont des prénoms différents. Et ça, on l'a appris en cliquant sur un documentaire. Quel documentaire ? De Shaquille O'Neal, disponible sur Netflix. Et le documentaire, il commence avec une scène qui va te parler. Parce que c'est exactement ce que tu as vécu au Parc des Princes. My mother used to always say this thing before I played. Let them remember your name. We are here tonight to honor a man that truly turned this franchise into a global brand. When I was a youngster, I used to hate my name. And then one day it hit me. All the great basketball players have great names. On the court, Shaquille O'Neal, ferocious force, dangers, and heights of which had never been seen. I used to hate Shaquille. And then one day I had a nice basket and the crowd was going crazy. Guys said, Shaquille O'Neal. It's like the basketball guys just enter my body. That's what always motivates me. Il veut dire quoi ce prénom Presnel ? Il n'est pas commun. Il n'est pas commun, c'était le prénom de mon grand-père, du côté de ma mère en Haïtienne. Haïti. Ouais. Et quand je suis arrivé au monde, ma mère elle a voulu laisser une trace encore. Et elle a voulu m'appeler Presnel comme son papa. Et du coup, voilà, c'est resté. Et qu'est-ce qui signifie ce prénom ? Il n'a pas de signification particulière. Après, je n'ai pas voulu chercher non plus. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas commun. Et que toutes les personnes qui l'entendent, ils ont un petit peu du mal à le prononcer. Mais ça va, ça rentre vite dans la tête. C'est quoi les valeurs que tu as héritées ? Plusieurs. Ta mère. Le respect, déjà, fondamental. Beaucoup d'humilité. Parce que nous, dans la famille, ça fait partie aussi des bases. L'humilité, le respect, les valeurs de vivre ensemble. C'est très important, surtout quand... Je parle pour tout le monde, hein, mais pour moi, quand on vient de quartier, quand on vient de Paris, quand on a grandi à plusieurs, forcément, ça forge un mental et un caractère. J'ai eu la chance de pouvoir grandir dans ce milieu-là et j'en suis très très fier aujourd'hui. On continue à raconter ta vie en clic. Si Presnel Kimpembe était un morceau, ce serait ça. Il est trop fort. Le morceau, c'est Loyalty. Kendrick Lamar et Rihanna. La loyauté, pour moi, c'est ce qui te définit le mieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un mot qui me définit bien. Du fait que j'ai fait toute ma vie ici à Paris. J'ai fait toutes mes classes, j'ai grandi ici, j'ai appris ici, j'ai mangé du Paris et puis voilà, j'ai
j'ai donné au peuple parisien le meilleur de moi-même. Dans le morceau, Kendrick Lamar et Rihanna posent une question. Tell me who you're loyal to. Do it start with your woman or your man? Do it end with your family and friends? Are you loyal to yourself in advance? Et ça, c'est sûr que je suis loyal envers moi-même, mais pas que. T'es loyal envers qui, surtout? Envers toutes les personnes avec qui j'ai grandi, ma famille, mes amis, les personnes avec qui je travaille au quotidien, ceux qui sont le plus proches de moi, surtout. La loyauté, c'est très important. Et puis, quand on est loyal envers quelqu'un, on n'a qu'une seule parole. Et on s'y tient, tout simplement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est être loyal envers quelqu'un, envers des valeurs, et pas forcément envers l'argent. Il y a des gens qui courent après l'argent. Non. L'argent, c'est bien. Grâce à Dieu, je gagne bien ma vie, je ne me plains pas. J'ai la chance de pouvoir exercer ma passion. C'est aussi mon métier et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et aujourd'hui, je me nourris de ça. Je suis très content, mais l'argent, ça ne fait pas tout. Et j'espère que les gens, ils s'en rendent compte aussi. C'est plus difficile pour quelqu'un qui ne gagne pas d'argent d'avoir un petit peu cette vision-là, mais en toute connaissance de cause, c'est pas ça qui fait tout. Toi qui as connu la vie sans argent avec de l'argent, tu dirais quoi? Il faut trouver le juste milieu. Il y a une balance quand même entre les deux. C'est sûr qu'avec de l'argent, on peut faire largement plus de choses. On peut profiter plus de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'avoir de l'argent, ça enlève les problèmes, ça enlève les soucis. On l'a vu avec le Covid. Avoir de l'argent, ça ne change rien par rapport à la santé. Si on n'a pas la santé, on n'a rien. Autre son sur lequel on clique, qui est entré dans l'histoire comme toi, c'est ça. Maestro qui bembe. Ah, il a fait fort là. Ouais, il a fait fort. Il a fait fort. Raconte-moi. Je veux que tu me racontes. Parce que t'es un peu indirectement lié à tout ça. T'es lié à tout ça, ouais. Ouais, c'est sûr. VG. Non, c'était pendant la Coupe du Monde en Russie. Voilà, on a un parcours qui est un petit peu compliqué au début. Et on a eu un déclic. Et le déclic, ça a été le match face à l'Argentine. Et là, je pense que, pas que nous, mais que le monde entier et tous les Français surtout se sont rendus compte que, ouais, il y avait la place en fait. Il y a la place pour aller au bout, il y a la place de faire quelque chose de grand. Et c'est pour ça que les artistes comme VG, je pense qu'ils se sont lancés tout de suite au studio. Et ils ont commencé à poser. Je me rappelle, on avait reçu le son peut-être 1 ou 2 jours avant la finale. Et je me rappelle, il m'avait dit, ouais, si vous gagnez, s'il te plaît, mets ça. Mets-le, fais-le péter. Je me rappelle, il y avait Benjamin Mendy aussi qui l'avait reçu. Il l'a envoyé comme ça à quelques joueurs qu'il connaissait déjà. Et ouais, ça nous avait intéressés. Parce que c'était toi le responsable musique du vestiaire pendant la Coupe du Monde. Ouais, il y avait moi, il y avait Benjamin Mendy, il y a Grisou aussi. Grisou qui mettait de la musique, Paul. Forcément Paul. Et voilà, on échangeait un petit peu. Comment ça se passait, la décision de qui allait mettre du son? Je pense que ça dépendait déjà du premier arrivé. Ouais. C'est qui arrive le premier entre nous 4. Et un petit peu du mood. On avait chacun un petit peu notre mood différent. On connaît Ben, c'est un mec, il est jovial, il est un peu comme moi, un peu extraverti, il veut tout le temps rigoler, etc. Paul, la même chose. Grisou, il ramenait le côté un petit peu latino, tout ça, des musiques qu'on ne connaissait pas forcément. Et voilà, je pense à 4, on faisait un bon mix. Il y avait aussi Blaise de temps en temps qui mettait de la musique. Mais Blaise, ça ne durait jamais longtemps, Blaise. Ouais. Il mettait 2-3 bons sons, après il commençait à vriller, Blaise. Ah, la balle perdue. Ah ouais, non. Blaise, c'était pas pour lui. C'était quoi? À quel moment tu disais Blaise, arrête? Non, ça dépend. Quand on prenait l'avion, dès qu'on était à l'aéroport, Blaise, il mettait des bons sons. Dès qu'on commençait à monter dans l'avion, ça y est, on commençait à le perdre. C'était quoi la perdition? Le son de la perdition? Franchement, je pourrais pas te dire comme ça, mais j'ai des vidéos quand même. J'ai des vidéos, je pourrais me remémorer ça. Donc on a des dossiers sur Blaise Matuidi qu'on garde. Toujours. Très bien. Toujours Blaise. On continue à cliquer sur ta vie en clic, sur
si par exemple tu étais un documentaire, j'ai choisi The Last Dance, documentaire sur Michael Jordan, parce qu'il y a une phrase où Michael Jordan parle de l'importance du mental, et ça m'a fait penser à toi. Winning has a price. And leadership has a price. So I pulled people along when they didn't want to be pulled. I challenged people when they don't want to be challenged. And I earned that right because my teammates came after me. They didn't endure all the things that I endured. Michael Jordan is down in pain. Michael Jordan got taken out. He's hurt. And Jordan came down hard and is injured. Well, the Pistons have moved on, but you really got to feel for this man right here. I mean, playing his heart out. Forcément, ça rappelle un moment compliqué pour toi qui était la blessure, mais surtout, la première phrase, gagner à un prix. Toi, t'as payé le prix fort. Doublement. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler Non, c'est sûr que ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je me fais rupture du tendon d'Achille complète. C'est la blessure la plus grave qu'il puisse y avoir dans le sport. Ouais. C'est la pire. C'est pire que les croisés. Ouais. Franchement, je savais qu'elle allait arriver un jour. Je savais pas quand, mais je savais qu'elle allait arriver. Et Comment ça, tu sentais? Non, parce que... Tu sentais tes limites? Il y a la Coupe du Monde avant. Ouais. La Coupe du Monde en 2022, et je suis convoqué pour y aller. Sauf que j'avais déjà des douleurs au tendon d'Achille. Et je faisais le maximum de soins, de renforcement, on travaillait sur les mollets pour pouvoir l'assouplir et le garder en état. Avant la Coupe du Monde, je décide de ne pas y aller parce que ma santé, c'était pas le top. Et je pense que j'aurais pas pu aider l'équipe à 100%. Me connaissant, je suis trop vrai pour y aller. Je suis diminué, mais bien diminué. Donc, comment ça se ressent quand on est sportif de haut niveau? Déjà, il n'y a aucun sportif, il se réveille le matin et il a zéro douleur. Ouais. Ça n'existe pas. Tous les matins, on se réveille, on va à l'entraînement, on fait la même chose, on s'entraîne, parce que c'est notre métier. Et la plupart des gens pensent que quand on s'entraîne, c'est qu'il n'y a aucun risque ou qu'il n'y a pas de douleur en elle-même. Mais un sportif, n'importe lequel, il va te le dire. Dès que tu te réveilles le matin, tu as mal ici, tu as mal là, tu as mal là. Mais ça fait partie du truc. Et c'est quel genre de douleur? C'est des courbatures ou c'est des choses plus aiguës? Non, courbatures, tout le monde reconnaît les courbatures. Ouais. Dès que tu te réveilles ta courbature, tu dis vas-y, ça pique un peu, mais ça va aller. Je vais courir, je vais m'échauffer, ça va passer. Mais ça, c'était vraiment une douleur. Je me réveillais le matin, je n'arrivais pas à marcher. Ah, carrément. Ouais, tu boites. Tu as un temps pour que tu commences à chauffer, 10, 15 minutes, avant de pouvoir marcher normalement. Après, il faut bien s'échauffer avant d'aller sur le terrain. Il y a plein de paramètres. Mais ça, on ne le sait pas, tu vois. Non, il y a plein de... Si je reste assis comme ça avec toi, on peut rester pendant 5 heures, Mouloud. Welcome. Non, mais c'était vraiment une période compliquée. Avant que ça arrive, j'ai bien souffert. À qui on peut parler quand on est à ce haut niveau de jeu? Aux autres joueurs ou au staff médical ou au psychologue? À qui on peut parler quand on est à ce niveau-là? On peut parler à beaucoup de monde. Je pense que juste le fait de pouvoir parler, ça vide, ça décharge, ça fait du bien. Mais au haut niveau, on a la chance d'avoir des staffs, d'avoir des psychologues, d'avoir des amis. Même les collègues qu'on a au vestiaire, à la finalité, certains, ça devient des amis, d'autres, ça devient des frères. J'ai Kingsley, avec qui j'ai grandi, avec qui on échange beaucoup, et c'est mon frérot. Et justement, il a un message pour toi. Salut Général, je tenais à te féliciter pour ta carrière, pour tout ce que tu as accompli. On a pu le voir durant les adieux à quel point c'était émotionnel. Tu as réussi à réaliser ton rêve, à réaliser le rêve d'un Titi qui est de marquer ce club et de tout gagner avec. Donc je te félicite vraiment pour l'homme que tu es devenu, les valeurs que tu as défendues, ceux de la résilience, de la combativité. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour ton nouveau projet. Il fait chaud ici, on est à côté, donc on se verra bientôt. Prends soin de toi. Ça va, il est resté pisse. Il n'a pas dit de bêtises. Non, ça fait plaisir. Il est où? Kingsley? Ouais. Il est en Arabie Saoudite. Donc là, tu vas être à côté au Qatar. Ouais. Comment t'as pris cette décision d'aller au Qatar? Franchement, tout est allé vite. Ouais. Parce que j'échange avec le club sur ma situation personnelle, comment on peut avancer tout en restant cordial. Je savais qu'il n'y aurait pas eu de froid ou de guerre.
Entre le club et moi, tout va bien. Il n'y a jamais eu de problème. Et j'ai tout simplement envie de jouer. Donc je parle avec la direction, avec le président un petit peu et surtout avec le coach. Et je leur explique que je ne peux pas faire une 3e année comme ça. Ça allait être compliqué. Ils sont forcément d'accord avec moi parce que ils ont envie de me voir jouer aussi. Ouais. Et on se met d'accord sur le fait qu'il faut que j'y aille. Après, c'est la première fois pour moi, donc tout est allé La première fois que vite. tu vas quitter le nid du PSG. Ouais. Ouais. C'était dur. Hein. Et franchement, je pense que j'ai commencé à réaliser seulement depuis dimanche. Quand tu étais sur le terrain. Ouais. Quand on parle de joueurs qui vont au Qatar, tu sais très bien ce qu'on dit souvent. Il va se faire une retraite dorée, il y va pour l'argent. Comment tu vis avec ces choses-là ? Alors que toi, tu viens de passer 2 ans blessé et que tu as juste envie d'aller jouer. Ouais, tu viens de le dire. J'ai tout simplement envie de rejouer au foot. J'ai fait, 2 ans et demi, presque 3 ans où j'ai traîné mes blessures avec moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup été on va dire, de côté. Parce que quand on est blessé comme ça, on ne s'entraîne pas avec le groupe. On n'a pas la même condition physique. On a du retard, clairement. Donc, souvent, je m'entraînais tout seul avec un prépa. Et je voyais l'équipe juste à côté qui s'entraînait en collectif. Ça fait mal. Je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Tu vois, même quand on se rapproche. Et au final, il y a encore un petit truc. Tu reviens à la case départ. Donc, il faut recommencer à zéro. Il faut reformater le cerveau. Il faut le préparer. Et c'était pas facile. Après, je l'entends, hein, que les gens ils peuvent penser il est parti pour l'argent, il est parti pour ci. Je gagne déjà bien ma vie à Paris. Demain, au Qatar, sera bien aussi. Je suis content. C'est quoi l'ordre de grandeur ? Par rapport à... Entre Paris et le Qatar, est-ce que c'est plus, juste pour qu'on sache ? Ça dépend. Ouais. Parce que les contrats ne sont pas faits de la même façon. Je peux gagner plus d'argent à Paris comme je peux en gagner plus au Qatar. Il y a des choses qui sont faites sous forme de primes. Donc ça peut faire varier les revenus. Mais j'étais bien à Paris comme je serais bien aussi au Qatar. Mais je pars pas pour l'argent. J'en ai beaucoup gagné à Paris, j'en gagnerai beaucoup aussi demain au Qatar, Dieu merci. Mais je pars pour le projet sportif qu'on m'a proposé, le fait de savoir que je vais pouvoir jouer au foot. Parce que c'est ça le plus important, c'est de rejouer au foot. Le niveau en Europe et là-bas, ok, c'est pas le même, mais il faut pas sous-estimer. J'ai fait les premiers entraînements, je peux te dire que ça y va. Avec qui tu as envie d'être en compétition là-bas ? Qu'est-ce que tu as envie d'affronter ? Là, je parle vraiment Marco. sur le terrain. Marco Verratti ? Marco, on est très proches. Je l'ai eu encore hier en message. Et forcément, ça va me faire plaisir de pouvoir le retrouver, de rejouer contre lui. En fait, tu as l'impression qu'on parle d'une deuxième vie là-bas. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui ont peut-être juste envie de changer de rythme, mais qui ont quand même encore un gros niveau. Ah oui. Franchement, c'est... Les gens vont parler de retraite ou de... Ils sont partis pour prendre de l'argent, etc. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a la vie au Qatar. Il y a la famille. Parce que quand on part comme ça, on prend des décisions. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai un projet de vie aussi pour après le foot. Je ne pense pas que au foot. Même si c'est mon métier, je le kiffe et je sais que j'ai encore de belles années à jouer au foot. Mais je pense aussi à demain. Tu penses à quoi ? Je suis un entrepreneur, moi. Je pense à plein de choses. À ma famille, quand je vais devoir l'emmener. Mes enfants, comment ils vont grandir. Dans quelles conditions de vie ils vont grandir. C'est ça aussi. Le plus important, c'est qu'ils soient en sécurité. C'est pas forcément de les laisser, entre guillemets, dans la jungle ou qu'ils se fassent aussi avoir. Non, j'ai envie de les mettre dans un confort que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quand moi, j'étais plus jeune. C'est la jungle où toi, tu as été. En tant que jeune footballeur, vous n'êtes pas forcément aidé. C'est ça. Tu as souvent parlé des entourages, toi. Ouais, tu as souvent expliqué que quand on est footballeur, il faut se méfier de certains sourires, il faut se méfier de certains poignées de main, de gens qui te disent « Viens, on va faire la fête là-bas », qui a forcément un piège au bout. Non, il y a beaucoup de choses où il faut faire attention. Il y a plein de paramètres.
Après, C'est quoi le plus gros bourbier que tu as eu, toi? moi, Ouais. j'ai jamais eu de bourbier. Comment tu as esquivé ça? Je suis un mec de Paname. Ouais. J'habite ici, j'ai Ouais. grandi ici. Tu connais le vis et le Je tournevis. connais tout le monde. Ça veut dire, j'ai jamais eu ces, entre guillemets, ces soucis-là. Comment Après, se manifestent les équipes qui se mettent autour des joueurs de foot? Parce que toi, tu le connais, le mécanisme, si tu peux ça l'expliquer. vient vite. Ça vient vite. C'est comme dans tout. Hein. Des fois même, Non, c'est pas comme dans tout. non, c'est comme tu as été dans la musique. Ouais. Tu sais comment ça marche. Mais c'est La pas les musique, mêmes c'est- sommes, le foot, c'est d'autres gens, c'est des gens plus organisés. C'est plus organisé, mais des requins, il y en a partout. Et surtout à Paris. Après, c'est là aussi où... Ce qui fait la différence, moi, je dirais, c'est comment t'es entouré déjà. Mais il y a entouré et entouré. C'est savoir aussi être respectueux. Si t'es footballeur et que t'aimes bien montrer, tiens, j'ai ci, j'ai ça. Moi, je vis comme ça, je prends ci, je prends ça, je prends des... C'est pour la génération de demain aussi. Nous, on est des, entre guillemets, on doit être des modèles. On doit être des exemples. Tout le monde nous regarde. Il faut faire attention à ce que tu fais, comment tu parles, comment tu agis. Ça, c'est toute la génération de demain qui le regarde aussi. Si quelqu'un, il aime le joueur, il aime l'homme, il va vouloir faire la même chose. Donc, indirectement, à travers ce que nous, on fait, ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, tout le monde nous regarde. Les jeunes, ils voudront faire pareil demain. Ils ont 15 ans, ils ont 20 ans. Il y en a, ça vient vite maintenant, ils ont 12, 13 ans. C'est aussi ça, c'est le respect. Montrer que, OK, je gagne bien ma vie, je peux faire ci, je peux faire ça, mais il y a du pas trop travail. le montrer. Ouais. Il y a du travail avant, humilité. C'est ça que les gens dans la rue, ils n'aiment pas non plus. C'est si tu montres que tu n'en as rien à faire, en fait. C'est un manque de respect, en vérité. Indirectement, c'est un manque de respect. Parce qu'il y en a dans la rue qui n'ont pas. J'ai eu aussi cette jeunesse-là où j'avais pas, donc je sais ce que c'est. Sauf que dans la rue, il y en a qui sont plus fous que d'autres. Il y en a, ils n'ont pas les moyens. Il y en a, ils peuvent pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le seul moyen. Plus fou et plus patient, parfois. Des fois, ouais. Ils peuvent rester très longtemps Ah, autour de ouais. quelqu'un. Ouais. Ça t'est arrivé de voir des joueurs en te disant, lui, ça va mal tourner? Ah ouais, plein. C'est quoi les signaux faibles? L'entourage, les sorties nocturnes. Après, je dis pas qu'il faut pas en faire. Hein. Tout le monde en a fait. Moi aussi, j'en ai déjà fait. Mais c'est l'entourage, les sorties nocturnes. Comment t'agis? Si t'es quelqu'un d'assez souriant, t'es respectueux, tu dis bonjour, t'auras pas de problème. Si tu respectes les gens ils vont te respecter. C'est un truc, j'aimerais bien que tu me l'expliques, parce que toi, t'es en centre de formation depuis très jeune. Et quand t'es en centre de formation, ta vie, c'est d'être avec des coachs, un staff, une équipe, un but professionnel, des perspectives. Et t'en as qui ont eu cette enfance-là, qui est finalement loin du quartier. Et c'est une fois qu'ils deviennent footballeurs à succès, qu'ils se prennent pour des mecs de quartier, alors que c'en est plus. Ils ont quitté le quartier à 10 ans. Moi, il faut savoir que quand je m'en vais au centre de formation, il y a la préformation avant. Donc, c'est quand tu as 12-13 ans, tu fais 2 ans. Tu es enfermé là-bas pour une semaine, du dimanche au vendredi soir. Vendredi soir, tu es libéré, tu fais le week-end, en sachant que le samedi, tu joues. Et après, tu retournes. Forcément, tu es un petit peu à l'écart parce que tu traînes pas avec tes amis d'où tu viens, tu les vois un petit peu moins. Tu grandis pas comme tout le monde. Tu es déjà dans la phase où tu prépares déjà le côté professionnel. Donc, ça te manque un peu. Et t'en as qui avaient déjà la tête sur les épaules. Et t'en as d'autres qui, quand ils rentraient, ils voulaient enjoy. Ils voulaient profiter de leurs amis, ils voulaient faire des sorties. Et c'est là où tu vois que à cet âge-là, on était déjà plus mature parce qu'on était déjà enfermés, on était déjà dans notre coin. Mais qu'une fois qu'on était lâchés dans la nature, ça reprenait l'avantage. L'île de la tentation. Voilà. L'île de France de la tentation. Non, c'est vrai, il faut en parler parce que c'est pas facile pour tout le monde. Hein. J'aimerais qu'on clique ensemble sur un documentaire qui va te parler justement, qui met en avant ces jeunes qui rêvent d'y arriver. Ça s'appelle FC Montfermeil, un club que tu connais bien. On regarde un extrait, j'aimerais qu'on le commente ensemble. Statistiquement, je dois être un joueur sur 10 000 licenciés en France qui va devenir footballeur professionnel. Donc c'est infime. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite, après c'est fini. C'est une année cruciale parce que s'il n'y a pas de signature, il y a beaucoup qui pensent que soit ils arrêtent, ou soit ils vont faire du foot loisir. Qu'on arrive à un moment clé de notre vie, à savoir réaliser notre rêve d'enfant, genre être pro, passer à la télé et tout. C'est cette année où c'est mort. Tu l'as connu ce sentiment, c'est cette année où c'est mort? Ouais.
C'était chaud. C'était quand? C'était ma dernière saison de préformation, c'est-à-dire 14 ans, avant de rentrer au centre de formation. Avec cette statistique folle, un joueur sur 10 000 peut y arriver. Ah, c'est réel. Et moi, je me rappelle que notre génération 95, on avait été jugé comme la génération la plus faible au PSG. Et quand on a cette pression à 14 ans, Ouais, de se dire, si j'y arrive pas là, c'est mort. Ouais, c'était pas facile. Hein. Et moi, je savais que c'était la dernière saison. Si ça passait pas, c'était... Et ça a failli pas passer. Hein. Ça a failli pas passer. Hein. Parce que quand je rentre au centre de formation, je rentre en... Comment on appelait ça? Je rentrais sans contrat. J'ai pas de contrat aspirant ou apprenti. On m'a proposé de rentrer sans contrat. Donc je gagnais rien. Juste, c'était moi et moi. Ouais, mais t'as accepté. Mais franchement, c'est l'année où je me suis développé le plus vite. Le plus vite. J'avais trop faim. Et donc, tu t'entraînais plus que les autres? Et je faisais tout. Et c'est l'année où je suis externe. Cette année-là, je me rappelle, elle a été décisive. Parce que quand on parle du 1 sur 10 000, on parle pas du 9 999 qui n'arrive pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent, eux? Après, il y en a qui rebondissent dans d'autres niveaux, ou, dans d'autres championnats ou dans d'autres pays. Ils vont réussir, mais différemment. Je pense que tout jeune, quand il joue au football, il aspire et il espère devenir footballeur professionnel. Là où il joue dans un autre club, mais de haut standing. Quand on est jeune, on a envie de jouer au PSG, on a envie de jouer à Manchester, à Barcelone, à Madrid. C'est de ça qu'on rêve quand on est jeune. Mais on ne se dit pas que je vais signer pro et que je vais jouer sans manquer de respect, bien sûr. À Concarneau ou à Chambly. On ne pense pas à ça. Donc, forcément, c'est là où ça fait la différence. Ça fait penser au destin tragique d'un ami à toi, Jordan Diakese, décédé en 2020 à 24 ans. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire pour lui rendre hommage? C'était le meilleur. C'est le meilleur mec que j'ai connu de toute ma vie. Il avait une personnalité que personne ne peut avoir aujourd'hui. C'était le plus marrant. Il faisait que des blagues. C'était un homme hors pair. Il n'y avait pas photo. Et c'est pas parce que je suis là avec toi que je le dis. Je le dis parce que c'est vrai. Mais tout le monde peut en témoigner. Toute la génération qui l'a connu, ils peuvent dire la même chose, que ce soit les éducateurs, ses amis, ses proches, sa famille. Tout le monde le sait, c'est un fou, un bon vivant. Mais il avait le cœur grand comme ça. Parce que lui, il a connu le genre de destin compliqué dont tu parles. C'est-à-dire qu'il était dans le même centre que toi, il a galéré à trouver un club, il est allé en Suisse, il a retrouvé la compétition ailleurs, et une fois, crise cardiaque pendant un match amical. Ouais. Ça a été tragique parce que ça a choqué tout le monde, en fait. Parce qu'un mec comme lui, on ne pouvait jamais imaginer qu'il aurait eu un problème cardiaque. Il était tout le temps excité, il rigolait tout le temps. Physiquement, c'était quelqu'un qui courait de ouf, parce qu'il était latéral droit, donc il avait ce cardio, il avait tout ça, donc on ne pouvait vraiment pas imaginer à ça. Mais non, paix à son âme, ça a été quelqu'un qui, franchement, il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver à sa manière. Tu avais fait une cagnotte pour lui sur les réseaux? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti comme hommage à ce moment-là et comme soutien? Et pourquoi avoir voulu faire une cagnotte sur les réseaux? J'ai voulu faire un truc parce que déjà, il le méritait. J'étais très proche de lui, de sa famille, de son quartier. J'allais souvent les voir. Et, je connais bien ses frères, ses parents. Donc, ils ont toujours été là, ils l'ont toujours accompagné dans les matchs, aux entraînements et tout. Et c'était quelqu'un qui était très famille, lui. Et ça me tenait à cœur parce qu'il le méritait. C'était quelqu'un de droit. Et quand ça arrivait, en fait, on m'a appelé. Et tout est allé vite. Donc je me suis senti obligé de le faire. Pas obligé dans le sens où je me sentais forcé, mais obligé parce que ça m'a touché. Donc j'ai fait tout ça. Et après, on s'est tous appelés les copains ou les proches qui le connaissaient.
Et on s'est tous donné rendez-vous. Tout le monde a quitté son club pour pouvoir le voir. C'était un bel hommage. On a cliqué sur tes réseaux et on a retrouvé un tweet qui date, mais j'aimerais que tu me l'expliques. Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes les formes de violence sans aucune réserve et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes. Ça, c'était la photo avec Nurmagomedov. Champion de MMA. Ouais. Oui, il avait mis une photo et c'est écrit dans sa langue. Moi, je mets pas la traduction pour regarder qu'est-ce qu'il dit. J'aime le sportif, j'aime l'homme parce que je l'ai connu un petit peu, sans plus, mais je l'ai déjà rencontré 2-3 fois. Et tout le monde connaît la carrière qu'il a eue. Donc, sur les réseaux, il avait mis une photo. J'ai juste liké la photo, je défilais comme ça, j'ai liké, je défile, je passe à autre chose. Et on t'a mis dans une sauce. Et on m'a mis dans une sauce. C'était quoi la nature des reproches qui t'ont mis dans la sauce? C'était quoi les ingrédients de la sauce? Ouais, tout ça, c'était politique. Moi, comme je l'ai dit, je suis pas dans la politique, donc j'ai pas voulu rentrer dans ça. Je me rappelle, je crois qu'on avait un match contre Nantes. Et j'étais à la sieste. Et là, je dors et mon téléphone, il fait que de vibrer. Je comprends pas, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Je prends mon téléphone, je regarde, je vois que des mentions sur Twitter. Tu sais ce que c'est, Twitter, dès que t'es mentionné, c'est qu'il y a un problème. Ce réseau, il est trop trash. Et il fait mal. Et là, je regarde et je vois toutes les notifs, les mentions et tout. Et là, je comprends pas. Je me dis, mais j'ai fait quoi, moi? C'est en lisant les commentaires et tout, j'ai commencé à comprendre. Et au final, après, avec ma com, j'ai décidé de mettre un message sur les réseaux. Et c'est un truc, ça m'a pas plu, mais ça va pas plus loin que ça. Juste, c'est injuste. Parce que c'est pas quelque chose de volontaire où je voulais exprimer quelque chose. On a cliqué sur une autre de tes sauces. Laquelle? C'est l'arbitre. Ah. Wesh, ne me touche pas, frère. Tu vois, aujourd'hui, j'en rigole, mais... Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a pris? Non, je fais un tacle, je crois que c'est... Non, c'est pas Honora, c'est un joueur de Brest. Et c'est vrai que je le touche son pied et j'y vais assez fort, honnêtement. Et j'y vais assez fort, mais sur l'action, je me blesse en même temps. Donc moi, je suis inquiet parce que je me suis blessé. Et je sais qu'il y a des échéances derrière qui vont arriver. Donc il y a un petit peu de frustration, etc. Et l'arbitre, je me rappelle qu'il vient me voir et il me dit levez-vous, monsieur Kimpembe. Mais assez fort. Et je lui dis mais je suis blessé. Allez, levez-vous. Et c'était la fin du match. Et forcément, ça fait un peu les échauffourées et tout. Les Brestois qui viennent, les Parisiens, tout ça. Ça chauffe un peu. Et quand je me relève, j'entends déjà, j'ai mon coach, c'était Galtier, qui déjà il est en train de me crier dans les oreilles pour me calmer parce qu'il me connaît, Galtier. Il sait que je suis impulsif aussi. Ou du moins, je l'étais ou j'essaye de me calmer. T'as pu l'être. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'arbitre qui vient, mais qui me touche aussi en même temps. Et je l'enlève ses mains et je lui dis touche-moi pas, frère. Mais c'est sorti tout seul. C'est pas un truc réfléchi ou autre. Alors que normalement, t'aurais dû le dire comment? Ne me touchez pas, monsieur l'arbitre. Non, j'aurais même pas dû le dire en vrai. Okay. J'aurais même pas dû le dire en vrai. C'est un geste que je regrette. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut montrer l'exemple. C'est pas quelque chose qu'il faut faire dans un match de foot. Après, il y a les émotions, c'est à chaud. Il y a des enjeux derrière. Donc, des fois, on se fait un petit peu rattraper par les émotions. Et voilà, c'est sorti tout seul. Mais, en fait, on n'est pas libre tant que ça dans le foot. Ah non, du tout. Il faut faire attention à tout. Pas que sur le terrain, en dehors, mais dans tout. Ça fait partie de ce que tu as appris dans tes 20 ans au PSG? Ouais. Et je pense que ça s'est vu et ça s'est remarqué de la façon dont je me suis un petit peu, on va dire, assagi. Avec l'âge, avec la maturité, avec les coupes de cheveux aussi, elles sont plus sages. T'as vu ou pas? Non, il y a eu des petits délires. J'ai fait des folies quand même. Ouais. Mais j'ai tout fait. Dans ma tête, j'ai tout fait. Et maintenant, ça y est. C'était quoi les inspirations pour les coupes de cheveux, à part Dragon Ball Z? Ah, je te jure, c'est vrai. Dragon Ball Z. Ouais. Bah, t'as fait des transformations. Super Saiyan, Kaioken, j'ai tout fait. T'as fait le Kaioken, là, ouais. Non, j'ai tout fait. Rose, bleu, violet.
des tresses, pas de tresses, la touffe, des cheveux curly, des tout rasés, la boule à zéro. Ouais, j'ai tout essayé. C'est quoi le conditionnement? Est-ce que ça aide comme la musique, par exemple? Est-ce que ça met dans un mood en vrai? Blague à part, hein, sans te tailler sur les coupes et tout, parce que moi, je peux tailler personne sur les cheveux. Mais blague à part, vraiment, est-ce que ça... Ce qu'on dit souvent, ouais, les coupes de footballeurs, mais est-ce que ça vous met dans un mood de combattant ou d'un truc comme ça? Moi, c'est comme la musique. C'est mon humeur. T'as vu quand je viens avec boule à zéro, c'est que je sais que je vais rentrer en guerre. Soit ça veut dire que je suis pas content, il se passe quelque chose, soit c'est que je vais rentrer en guerre. Dès que je fais la boule, c'est ça. Les cheveux jaunes, c'était la jeunesse, ça sent un peu les vacances. Vas-y, c'est le délire Dragon Ball Z et tout. T'es un peu Super Saiyan, mais vas-y, tranquille. Ouais, je te jure. Mais là, ça y est, je me suis calmé maintenant. Moi, il y a un moment vraiment... Enfin, je voudrais qu'on revienne sur le moment du dernier jour au Parc des Princes. C'est le moment, tu sais, où t'entres. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que t'entres et t'esquisses un petit sourire quand tu entres. Ouais. Et on voit qu'en fait, le sourire, c'est pour éviter de pleurer tout de suite. Ouais, c'était chaud. Tu savais que t'allais craquer tout de suite. Ouais. Ouais, c'est un moment que j'appréhendais. En bien, forcément. Mais je savais que ça allait arriver. J'étais pas tout seul, j'ai mes enfants. Ça veut dire qu'indirectement, je vois ma descendance. Donc, je pense à moi quand j'étais petit. Ils foulent la pelouse du parc. Je suis arrivé, moi, j'avais 8 ans. Mon fils le plus grand, il en a 7. Donc, forcément, j'ai que des images. Je vois tout le monde qui était là pour moi. Tu vois ta vie défiler, en vrai. Ouais, en vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. Et je trouve que ça dit quelque chose de fort sur le PSG, sur le foot en général. C'est que on parle depuis tout à l'heure de ce qui peut arriver à un footballeur, les épreuves et les choses comme ça, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, de plus fort que tout, c'est la ferveur. C'est un moment de sincérité que j'ai rarement vu, ce moment-là de communion. Ouais. J'ai la chance d'avoir une très bonne relation avec mon club déjà, et avec les supporters aussi. Que ce soit les ultras ou toutes les personnes qui viennent à un match de foot, les artistes, les célébrités ou autres. J'ai de problème avec personne, je m'entends bien avec tout le monde. Et t'es le seul qui remercie les gens qu'on voit pas. Parce qu'il y en a beaucoup. On se rend pas compte, hein. Dans un club comme le PSG, tous les gens qui sont autour. Il y en a beaucoup. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai tissé des liens forts avec tout le monde. Mais vraiment, que ce soit la sécu, la restauration, les dames de ménage, les jardiniers. Je m'entendais bien avec tout le monde. Et je connais leurs noms à tous, les prénoms. J'ai échangé plein de moments avec eux. Donc forcément, j'avais besoin de les remercier. Il y a un moment que tu as vécu qui va faire écho avec cette photo quand tu étais au PSG, c'est la naissance de ton premier fils, qui était né prématuré. Ouais. Donc c'était un quotidien compliqué pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passait entre le foot et la vraie vie? Le foot, j'allais au travail tous les jours. Et fallait être fort. Fallait montrer que tout allait bien. Parce que je suis quelqu'un qui essaie de garder pour moi-même. J'aime pas montrer mes problèmes. Parce que tout le monde a des problèmes dans la vie. Même si on peut venir avec un grand sourire et tout, on arrive à cacher les choses. Mais ça a été compliqué parce que c'était en pleine saison. Mon petit, il est sorti à la fin du 5e mois. Et dès que je l'ai vu à la naissance, ça m'a mis une claque. De voir les fils, Ouais, ça m'a mis une claque. Il est sorti, il faisait taille de ma main, tu vois. Le pied, il était là, la tête, elle s'arrêtait là. Dans un petit sac plastique. Ça m'a fait quelque chose. Ça veut dire... je pense que de là, déjà, j'ai réalisé pas mal de choses. Et j'ai pris aussi conscience que, voilà... En fait, la vie, ça s'arrête pas à ça. Il y a tellement de choses dans la vie que... Il n'y a pas que le foot, en fait. Je parle de cette anecdote parce que c'est ce qui donne de la force à cette photo, en fait. C'est de se dire, ce petit, maintenant, il a le maillot du PSG. Son petit frère, il a le maillot du PSG. Le petit frère, le troisième, il a aussi le maillot du PSG. Et les deux plus grands, ils jouent comme toi, t'as joué enfant. Ils sont au PSG. Je trouve que si on raconte pas cette histoire, on comprend pas ce qu'il y a dans ta tête, là. Ah non, c'est chaud. Hein. Mais c'est ça ma force. Et le fait de les voir aussi porter le maillot du PSG, c'est une réussite pour moi. Mes enfants, je les connais. Hein. Encore heureux.
Non, mais dans le sens où... C'est une blague. Non, mais dans le sens où... c'est papa, c'est le modèle. Ouais. Papa, c'est mon exemple. Je veux faire comme papa. Papa, il fait ça, moi aussi, je veux le faire. Tu comprends mieux ton père maintenant? Ah ouais? Quand il ratait son travail pour t'accompagner faire des matchs, Ouais. tu comprends mieux les sacrifices que lui, il a pu faire pour le foot? Exactement. C'est carrément ça. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir mettre plein de choses en place. Mais à l'époque, mes parents, ils avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ça veut dire, s'ils voulaient aller à l'entraînement, il fallait qu'on l'emmène. Il fallait trouver le moyen de pouvoir l'emmener. Mais nous, aujourd'hui, on peut l'emmener nous-mêmes. On peut appeler des proches. On a la solution à tout. Et les parents, ils n'avaient pas ça avant. Et j'aimerais te montrer juste... On va cliquer sur un morceau. On est obligé de cliquer dessus quand on parle des mamans et que les paroles, voir si elles te parlent. C'est ça. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste. Pour ces gosses peut même faire l'aumône. Tu peux bien zouker, être plein de flou, bête ou même fou. Jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de coups. Dans le but de faire quelqu'un de bien unique. Qu'un inconnu évite de dire celui-là en unique. Elle m'a appris certaines choses de la vie. La rue reste, ne pas se presser taf, ne jamais se laisser test. C'est fort, hein. T'as un message pour ta maman? J'en ai tous les jours. Je l'ai tout le temps, ma mère, moi. Je suis très proche de ma mère. Et si je suis là aujourd'hui, c'est en partie aussi grâce à elle. C'est quoi le truc le plus dingue qu'elle a fait pour toi, que tu as réalisé plus tard, en étant adulte, en disant mais ça, c'est une dinguerie ce qu'elle a fait? Moi, j'ai une petite anecdote avec ma mère. Pas un truc de fou. Mais avant de faire du foot, je faisais du kung-fu et du karaté, moi. J'ai toujours aimé les sports de combat. Mais ma mère, elle n'a jamais vraiment voulu me mettre à la boxe ou quoi, parce qu'elle avait trop peur pour le nez ou quoi. Et du coup, je fais du karaté à ce moment-là. Je rentre de l'école, 16h30. Je suis fatigué, je suis malade de ouf. Et j'avais une compétition de karaté le soir. Et ça veut dire, je dis à ma mère, j'y vais pas, je suis fatigué et tout ça. Elle me dit, si, il faut y aller et tout. Je dis à maman, j'ai fièvre et tout, j'arrive pas à respirer. Puis j'étais asthmatique, moi, à l'époque. Je dis, c'est mort, j'y vais pas. Je suis trop malade et tout, je me sens pas bien. Et là, je m'endors. Et ça arrive l'heure de la compète. Ma mère, elle me réveille. Elle me dit, hey, je t'ai dit, tu y vas. De toute façon, je vais t'accompagner et tout. Viens, tu vas te doucher, tout ça, je t'habille et on y va. Je dis non et tout, je commence à pleurer. Ah, maman, je veux pas, je suis fatigué. Elle me lève, elle me lave, elle m'habille. Elle m'accompagne à la compète et tout. Je tape tout le monde, j'arrive premier. Je te jure. Et là, ma mère, à chaque fois qu'elle venait à une compétition, et quand je gagnais, elle se levait, elle disait ça, c'est mon fils. Et ça, c'était sa phrase. Et elle l'a fait encore là au parc. Et ça, c'est la plus belle chose. Est-ce que tu l'as regardé quand t'as foulé la pelouse du parc la dernière fois? C'est ça qui m'a fait pleurer. C'est que t'as vu son visage? J'ai levé la tête comme ça parce que la loge, elle est juste en face. Et je fais le message pour ma famille et tout. Et je dis surtout ma mère. Et tu le sens que dans ma voix, j'ai tout perdu. Parce que je lève la tête, je la regarde. Et je la vois comme ça avec des grands yeux. Elle attendait un truc. Et boum, c'est tombé direct. Ouais, le mot maman est à février. C'était trop puissant. Et ma mère, c'est ma force, mais c'est ma faiblesse aussi. Ça veut dire que là, j'ai tout perdu. Tu l'emmènes avec toi au Qatar? Ma mère? Ouais. Non, elle reste ici. Et elle va venir souvent. Je l'avais préparée déjà, je l'ai conditionnée. Je suis allé au Qatar il y a 1 mois, je l'ai emmenée avec moi. Je voulais lui montrer un petit peu l'envers du décor et tout. Elle a kiffé. Ouais. Il y a un truc chez toi, c'est que tu cliques aussi sur beaucoup de choses. Tu te butes aux séries, aux films, à la musique. Tu nous as conseillé quelques trucs. Tu as commencé par un film, Menace to Society. Ouais. Pourquoi tu as cliqué sur ce film? Je kiffe. Pour moi, c'est... Film des frères Hughes, qui se passe dans les années 90, à Watts. Non, c'est une référence. C'est une référence. Et je pense que tout le monde connaît. Après, la nouvelle génération, peut-être pas ou peut-être moins, mais c'est un film de ouf. Faut le regarder. C'est quoi la première réplique qui te vient en tête de Menace? Ah, tu sais, c'est laquelle? C'est quoi? Tu sais, c'est laquelle? Le cheeseburger? Cheeseburger. Cheeseburger. Et on en a parlé tout à l'heure. Ils ont fait le spoof movie.
Il y a une parodie de ce film qui est exceptionnelle, qui s'appelle Spoof Movie des frères Wayans. Pour moi, je pense que c'est le film que je peux me regarder tous les 3 mois pour rigoler. Moi, je le regarde. Allez, j'ai dû le regarder 60 fois normal. Facile. Ça passe bien. Et en série, sur quoi tu cliques, toi? Power. Ouais. Produit par 50 Cent. Je kiffe 50, moi. Ouais. Si on me dit un artiste, je te dis 50. 50. Ouais. T'es de la génération 50. Ouais. T'avais quel âge quand il y a eu le premier album? 50... je pourrais pas te dire à quel âge j'avais à son premier album, mais je pense entre 10 et 13. Entre 10 et 13, je me rappelle, j'étais au centre de Préfaux, je l'écoutais tous les jours. Many Men. À fond. Tu t'entraînais sur Many Men? Ouais. Je connaissais tous les sons par cœur. Je me rappelle. Je les écoutais 1 fois, 2 fois. Allez, c'était fini, le refrain, il était déjà dans la tête. Après, c'était en anglais, on disait un petit peu n'importe quoi, mais on était dans le bon rythme. De tête comme ça, c'était quoi le refrain que tu préférais? Ouais, j'en ai trop de 50. If I Can't. Je me rappelle If I Can't. Je connaissais par cœur. Ah, tu me donnes envie. Ouais. Et en série? Tu regardes quoi comme série? Reine du Sud aussi. Ouais. Viking. Qu'est-ce que tu kiffes dans Viking? Tu vois, quand nous on dit c'est la rue, c'est pire encore. Ça vient de loin. La mentalité. Ouais, la mentalité et tout. C'est la vraie bagarre. C'est un truc de fou. Comment ils ont vécu et tout. Je sais même pas si nous, à cette époque, on aurait pu vivre longtemps. Le morceau de 50, c'est ça. Ouais. S'il a trop de feu, il a un truc en plus. Il a un truc en plus. Trop fort. Ouais. Ouais, c'est vrai. Peut-être je vais arrêter le foot, je vais me mettre à la musique. Vas-y. Non, jamais. Non, 50, c'est trop. Trop fort. Non, il est trop fort. Toi, ça me rappelle des souvenirs. J'aime bien quand t'es en playback comme ça. Ah, si. Non, faut chuchoter ça seulement. Chuchote alors. Non, il était trop fort. Non, c'est un businessman maintenant. Il a arrêté avec la musique. Bah, c'est pour ça que je voulais te faire écouter du 50. C'est que quand tu me dis je suis un entrepreneur, à quel genre de business t'as pensé? Parce qu'il y a plein de gens qui vont voir les joueurs de foot en disant c'est des targets pour qu'ils mettent de l'argent dans ma boîte. Et que c'est pas vraiment des mentalités d'entrepreneurs, c'est plus des mecs qui mettent des tickets. Non. Toi, t'as envie de quoi? Moi, c'est entrepreneuriat. J'ai envie de prendre les choses en main, en fait. Tu veux que ça reste dans le monde du foot? Pas forcément. Pas forcément. Je fais plein de choses à côté. Je réfléchis déjà à l'après. Faut y penser. Même si, comme je t'ai dit, j'ai encore de belles années devant moi. J'ai que 30 ans. Faut penser à tout. On sait pas comment ça peut s'arrêter, quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc c'est quoi concrètement? De quoi, les business? Ouais. Je suis dans tout, moi. Bah, dis-moi. Je suis dans tout. Immobilier, je fais des investissements aussi avec des fonds d'investissement. Je pense que la plupart, ils connaissent aussi celui avec Blaise. Et on est plusieurs dedans. C'est un fonds que vous avez monté avec des footballeurs? Ouais. Il n'y a pas que des footballeurs, mais la plupart sont des footballeurs. Ok. C'est un fonds d'investissement qui s'appelle Origins. Et c'est pour un petit peu trouver les bonnes startups. Pour développer les startups, on n'en est pas là, mais des Facebook, les nouveaux Insta, les trucs comme ça qui vont exploser demain, on ne sait pas. Bah, ça fonctionne toujours comme ça, l'entrepreneuriat. C'est ça. Il faut rappeler que Magic Johnson, lui, il a quand même investi à l'époque dans une petite boîte qui est devenue Starbucks. C'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Après, quand on investit dans quelque chose, souvent les gens ils pensent qu'il y a un retour sur investissement forcément, mais il y a des pertes aussi. Des fois, on va miser sur quelque chose, c'est pas le bon cheval, tu vas perdre. L'échec fait partie de la réussite. C'est ça. Et pour réussir, il faut savoir échouer aussi. C'est comme ça. On va récapituler tous les conseils de clic qu'on a donnés avec Presnel Kipembe, tout ce qu'on recommande comme chose à cliquer. Okay. Donc toi, tu as dit le film Menace to Society, ouais. La série Viking, ouais. Power, la série Power, Reine du Sud, Les Reines du Sud, ouais. En album, toute la discographie de 50 Cent. Ouais, obligé. T'avais également dit Nino. Nino. Quel album? Réfé. Ouais. Moi, je place comme ça le documentaire sur Michael Jordan. Obligé. The Last Dance sur Netflix. FC Montfermeil, ouais. disponible sur HBO Max.
Qu'est-ce qu'on a dit d'autre encore? Le documentaire sur Shaquille O'Neal, Ouais. évidemment. Ça fait quand même pas mal. Et le morceau Mama Lova d'Oxmo Puccino, car cette émission est dédiée à toutes les mamans. J'espère que vous avez une bonne playlist et que tu as passé un bon moment, Presnel. Très bon moment et je te remercie. Merci. Passe une bonne soirée. Merci beaucoup.